Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce plateau spécial qui reçoit en entretien exclusif Marc Vizy. Il est l'ambassadeur de la République française près le Bénin. Il est en poste ici à Cotonou depuis septembre 2020. Il a accepté de s'ouvrir à nous sans langue de bois. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour mesdames. J'ai le plaisir de co-animer ce plateau avec ma collègue de la radiodiffusion nationale, Fallon Kissezonon. Bonjour Fallon. Aman, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Vous êtes au Bénin depuis 2020. Dites-nous comment se porte la coopération entre le Bénin et la France aujourd'hui. Et tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau à l'occasion de la célébration de la fête nationale française. Vous savez qu'avec cette célébration, nous portons des valeurs, les valeurs de notre devise, liberté, égalité, fraternité, et je crois que ce sont des valeurs que partage aussi le Bénin. Et puis, il y a toutes sortes de partenariats très importants, très nombreux, très divers entre le Bénin et la France, ce qui fait que notre relation, je crois pouvoir dire qu'elle est très bonne, voire excellente. Et puis, comme cela ne vous a pas échappé, en novembre, il y a eu la restitution des 26 œuvres d'art, et je crois que ça a encore amplifié la qualité de notre relation. Actuellement, les relations entre la France et le Bénin sont encadrées par un cadre général qui a été signé entre 2018 et 2021, un accord de coopération patrimonial, signé également en décembre 2019. Quelles sont alors les grandes articulations et nouveautés de cette relation ces 5 dernières années? Alors effectivement, nous avions un cadre général de partenariat dont l'échéance est arrivée et nous avons eu l'occasion de faire le bilan de ce cadre général de partenariat. Tout ça s'est excellemment bien passé et nous travaillons actuellement avec le gouvernement béninois à la définition d'un autre cadre. Vous savez qu'une loi française a été promulguée en 2021 qui modifie les relations que nous avons avec nos partenaires en matière de développement pour un développement réducteur des inégalités mondiales. Et dans ce cadre-là, nous devons définir en partenariat avec nos partenaires béninois un nouveau cadre qu'on appelle, nous, une stratégie nationale. Et nous avons, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, eu une séance de travail très approfondie. Et cette stratégie que nous travaillons ensemble avec les équipes du ministère des Affaires étrangères et de la coopération colle de très près au programme d'action gouvernemental numéro 2. Donc je pense que nous pourrions arriver assez rapidement à redéfinir un nouveau cadre. Et ce cadre, il va s'inspirer non seulement de la loi que je viens de citer, mais aussi de l'esprit du discours de Ouagadougou, de l'esprit de Montpellier. Et nous essayons de faire évoluer notre partenariat, notre cadre de travail davantage justement vers des partenariats. Des partenariats, ça veut dire qu'on fait les choses ensemble. C'est pas les bailleurs de fonds qui devraient décider de ce qui est bon pour le Bénin. Je voudrais paraphraser à ce sujet un grand ami d'Aimé Césaire qui s'appelait le docteur Aliker et qui, le jour des obsèques de Césaire, a dit « Les meilleurs spécialistes de la Martinique, ce sont les Martiniquais ». Eh bien, je crois que les meilleurs spécialistes du Bénin, c'est quand même plutôt les Béninois. Et donc, nous devons être à l'écoute et faire les choses ensemble et pas venir avec des grands principes, dire ce qui est bon pour le Bénin, ce qui n'est pas bon pour le Bénin. C'est les Béninois qui savent ce qui est bon pour eux et nous, on doit s'adapter à ça. C'est pour ça que ce sur quoi nous sommes en train de travailler actuellement, c'est un document qui va vraiment cadrer avec le pacte numéro 2. Monsieur l'ambassadeur, on pourra parler de la coopération entre la France et le Bénin sans évoquer l'actualité récente. Vous étiez en train de l'évoquer justement, la restitution des biens culturels, des 26 trésors royaux au Bénin, d'abord refusée par le président Hollande, ensuite acceptée par le président Macron. Qu'est-ce qui a milité en faveur de cette restitution des biens culturels? Alors je pense que la réponse
fin 2016, à une époque, à une période politique en France qui était un petit peu chahutée, a peut-être été un peu rapide. Je ne sais pas si fin 2016, on a répondu avec suffisamment d'attention, mais en tout cas, ce qui a changé, c'est le discours de Ouagadougou du président Macron qui a redéfini les principes de notre relation avec nos partenaires africains. Et dans ce discours, il a clairement indiqué qu'il y aurait des restitutions ou des circulations, et c'est ça qui a véritablement changé les choses et qui a permis d'apporter une réponse à une demande qui avait déjà été formulée donc par le président Talon à travers son ministre des Affaires étrangères. Donc l'état d'esprit a changé, on a été tout de suite positif. Et ce qui est important de noter, c'est que ça s'est passé dans la confiance, dans le respect mutuel des contraintes et surtout dans le sérieux. C'est-à-dire qu'il a fallu comprendre quelles étaient les contraintes des uns et des autres. Ici, il y avait des militants de cette cause des restitutions qui auraient peut-être voulu que la France restitue tout de suite. Il a fallu, pour les autorités béninoises, expliquer à ceux-là que c'était pas si simple que ça et que si on voulait accueillir les œuvres dans de bonnes conditions, il fallait le préparer. Il fallait aussi peut-être faire comprendre à ceux-là que ces œuvres, elles appartiennent certes au Bénin, mais elles sont universelles, elles appartiennent à l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'il fallait que tout de suite revienne au Bénin, ou est-ce qu'il faut aussi se réserver la possibilité, pour le Bénin, de montrer ces œuvres ailleurs? Elles sont actuellement, pour une bonne partie, en France, mais elles peuvent intéresser des Chinois, des Américains ou d'autres. Donc ça, c'était important que du côté béninois, on fasse comprendre ça. Du côté français, il était aussi essentiel que les autorités puissent faire comprendre à la représentation nationale et aux professionnels des musées qu'on pouvait peut-être être un peu souple avec un principe qui est très important pour les musées français, qui est le principe de l'inaliénabilité du trésor national. C'est-à-dire qu'en France, les musées ont un peu de budget pour acquérir des œuvres, mais l'essentiel des œuvres que les musées français acquièrent, c'est des œuvres qui sont données par des legs ou par des dons, par des gens qui ne veulent pas que ces œuvres partent ailleurs qu'en France. J'ai l'exemple d'une dame qui détenait un masque ivoirien qui avait une valeur de plusieurs millions d'euros. Et ce masque, elle ne voulait pas que ça parte à l'étranger. Et donc, elle l'a donné au musée du Quai Branly parce qu'elle savait qu'il y avait ce principe d'inaliénabilité et que ça irait pas chez un marchand d'art ailleurs dans une autre partie du monde. Donc, si on contrevient trop facilement à ce principe d'inaliénabilité, bien plus personne va donner. Donc, il a fallu aussi qu'on fasse comprendre à la représentation nationale qu'il y avait des raisons politiques qui exigeait que parfois, quand même, dans certaines conditions, on puisse y contrevenir. Vous voyez ? Donc ça, c'était des contraintes politiques que les Béninois avaient, que les Français avaient, et donc il a fallu faire ce travail politique. Ensuite, il y a tout un travail technique, c'est-à-dire que conserver des œuvres, transporter des œuvres, assurer leur sécurité, faire en sorte qu'elles soient bien mises en lumière, c'est tout un travail technique que les musées français savent faire, mais c'est encore un peu nouveau au Bénin, et donc on a travaillé ensemble. C'est ça le vrai partenariat. Des conservateurs sont venus béninois, sont allés en France pour préparer l'exposition du Quai Branly. Ils ont monté l'exposition, ils l'ont démontée, ils l'ont mise en caisse. Mettre des objets comme ça en caisse, c'est tout un travail. C'est des caisses très spéciales avec différentes couches de mousse qui s'adaptent parfaitement aux objets. Il y a des degrés d'hygrométrie à contrôler. Donc tout ça est un vrai travail technique qui a été fait ensemble avec beaucoup d'échanges. Et puis on a accompagné, on continue d'accompagner ce processus
avec des programmes de coopération, de formation, de construction de musées. On fait les choses ensemble. On les a fait donc dans le respect mutuel, dans la confiance, également de manière extrêmement sérieuse techniquement. Et moi, je crois que cette opération, qui dure depuis maintenant 1 an et demi, de manière très concrète, a véritablement renforcé, s'il en était besoin, la confiance entre le Bénin et la France. De l'avis de certaines personnes, cet activisme du président Emmanuel Macron dans le cadre de la restitution des biens culturels ne relèverait pas forcément d'une générosité spontanée, mais peut-être d'une opération de charme vis-à-vis du continent. Que répondez-vous à ces personnes? Activisme, je pense que ce n'est pas tout à fait le terme, c'est une volonté politique. Et dans la volonté politique, il y a effectivement des raisons supérieures. Et je pense que le président Macron a compris que si la jeunesse africaine veut savoir où elle va, il faut aussi qu'elle sache d'où elle vient. Et pour savoir d'où elle vient, il faut qu'elle puisse avoir accès à ces œuvres. Donc il y a une véritable réflexion, une vision. Alors, si en même temps des actes politiques donnent une bonne image à la France et à son président, why not, j'allais dire. La politique, c'est ça. On fait des choses qui nous semblent positives. Je crois que le président Macron est animé de cette volonté de rafraîchir les relations avec les pays d'Afrique et de les instaurer sur la base d'un véritable partenariat. Et puis, si ça peut permettre à la France d'avoir une meilleure image en Afrique, eh bien tant mieux, on ne va pas s'en priver. Le Bénin espère récupérer d'autres biens culturels. Le président Talon l'a martelé plusieurs fois, notamment la tablette du roi Guédégbé. Qu'est-ce que vous, en tant qu'ambassadeur, vous comptez faire pour que le Bénin puisse récupérer le reste? Oui, alors, le président Talon, effectivement, a été clair là-dessus parce que ce premier pas, ces 26 œuvres qui ont été restituées, c'est peut-être les plus emblématiques de celles qui étaient dans notre musée, dans nos musées. Et c'était une première étape. Et puis c'était sur ça aussi que précisément portait la demande des Béninois. Mais on comprend bien qu'il est important pour les autorités béninoises de ne pas recevoir des œuvres qui viennent d'une seule communauté, j'allais dire. Et donc, tout ça, on l'a bien compris. Le président Macron a chargé l'ambassadeur pour la coopération patrimoniale internationale d'une mission pour réfléchir justement à une espèce de plus grande fluidité dans ces mécanismes de restitution, voire de circulation. Et le rapport vient de lui être rendu par cet ambassadeur. Et donc le gouvernement va probablement réfléchir à des mesures supplémentaires. Et j'espère que cela nous permettra de franchir des étapes supplémentaires. Autrefois plus marquante, on remarque aujourd'hui que la présence de la France s'éclipse un peu par la présence de l'Union européenne. Comment est-ce que vous jugez cette position de la France? Moi, je n'ai pas le sentiment du tout que notre présence s'étiole ou que notre visibilité se réduise. Vous savez, la France a ici probablement le partenariat le plus complet. On travaille en partenariat avec les Béninois sur un grand nombre de sujets. Des sujets qu'on abordera peut-être, le sujet de la défense, le sujet de la sécurité. Donc on a un partenariat de défense important, même si on n'a pas de base et qu'on n'aura pas de base ici au Bénin. Mais il n'y a pas de base et il n'y en aura pas. Et dernièrement, avec le départ des forces françaises du Mali, on a évoqué le Bénin comme possible réceptacle. Ça n'est pas du tout d'actualité. Pas encore. Il y a des militaires français que vous pouvez voir de temps en temps, des militaires français au Bénin, mais ce sont des militaires français qui il y a une poignée, une demi-douzaine de coopérants dans les ministères. Ça a toujours existé, mais ce n'est pas une base. On a des militaires français qui viennent assez régulièrement du Sénégal pour assurer des formations. Ils restent une semaine, 15 jours et ils repartent. On avait à Tangueta et puis maintenant à Kandy des militaires français qui sont en train de former des militaires béninois, mais c'est temporaire. Donc on n'a pas de base établie et il n'est pas du tout prévu qu'on en ait. D'ailleurs, ni le président Talon, ni le président Macron ne le souhaitent. Donc on a
coopération militaire. On a une coopération de sécurité intérieure aussi, avec la formation de policiers, la formation de sapeurs-pompiers. Donc il y a cette coopération-là qui n'exclut pas d'ailleurs la fourniture parfois de matériel aux sapeurs-pompiers, aux policiers ou aux militaires. Et puis, on a une coopération ici à l'ambassade avec le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade, où on fait où on a des partenariats dans le domaine du genre, dans le domaine culturel, dans le domaine universitaire, dans le domaine de la recherche. On a l'AFD, l'Agence française de développement. L'Agence française de développement, cette année, ce sera à peu près 75 millions d'euros de décaissement, en dons et en prêts, mais c'est quand même un volume de travail qui est important, dans les domaines de l'énergie, dans le domaine de l'enseignement secondaire, dans le domaine de l'enseignement supérieur, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, aussi dans le domaine du développement urbain. Donc il y a vraiment une forte coopération franco-béninoise en partenariat sur ces domaines-là. On a l'Institut français qui a une programmation à 85% béninoise et qui promeut les artistes béninois. On a le lycée français avec presque 1200 élèves qui ont choisi l'enseignement français. Le président Talon a d'ailleurs le projet de construire un second lycée français parce que l'offre actuelle ne permet pas de répondre à la demande. On a Campus France, qui est l'organisme qui fait passer les tests, sélectionne les jeunes étudiants béninois qui désirent poursuivre leurs études en France. Il y en a à peu près 3500 actuellement et à peu près 1000 chaque année qui partent, 10 000 candidats, donc il faut faire passer les entretiens à tous ces candidats. On a France Volontaire aussi, qui accueille, il y a beaucoup de jeunes volontaires français qui souhaitent venir ici travailler avec des Béninois. Et puis on essaye aussi d'envoyer des jeunes béninois en France faire du volontariat, du bénévolat. Donc ça, c'est important également. On a nos instituts de recherche, l'IRD qui travaille avec l'Institut de recherche clinique du Bénin, ici, sur le paludisme notamment, et sur toute une série de sujets. On a le CIRAD qui travaille avec les Béninois pour, par exemple, régénérer les sols en zone cotonnière ou pour développer les protéines végétales. On a des dizaines d'ONG françaises qui travaillent en partenariat avec des ONG béninoises. On a une trentaine de collectivités locales françaises qui ont des accords de coopération avec leurs homologues béninoises. Et puis on a aussi toutes ces entreprises françaises, c'est des milliers d'emplois qui sont dans le secteur formel, j'insiste là-dessus, et qui offrent des emplois rémunérés convenablement, respectueuses des règles sociales et des règles fiscales. Donc tout ça, et puis on a aussi et surtout une communauté française de 3500 inscrits au registre consulaire, davantage probablement de personnes parce que certains ne sont pas inscrits. Donc tout ça fait quand même que j'ai pas l'impression qu'on s'éclipse. Mais notre action s'inscrit de plus en plus dans l'esprit équipe d'Europe. C'est vrai que nous faisons partie d'un grand ensemble, l'Union européenne, et il est important qu'on agisse de manière coordonnée, qu'on se complète, et c'est ce que nous faisons très régulièrement. Les ambassadeurs européens se voient au moins une fois par mois, dans chaque secteur on se coordonne. Et ça nous permet donc d'avancer en équipe d'Europe. Il y a pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, on a eu avec le gouvernement béninois, il y avait 5 ou 6 membres parmi les plus importants du gouvernement, un dialogue, ce qu'on appelle le dialogue politique annuel, entre les ambassadeurs de l'Union européenne et des membres du gouvernement qui a pu illustrer la valeur, la richesse de ce partenariat. Et enfin, je citerai une tournée que nous avons faite, les 6 ambassadeurs européens dans le nord du Bénin. On est allé à Kandji jusqu'à Alpha Kohara pour voir ensemble des projets de l'équipe d'Europe. On a vu ensemble des projets néerlandais, des projets belges, des projets allemands, des projets français, des projets de l'Union européenne. Et ça, c'était une volonté de nous afficher en équipe d'Europe. Donc, on ne s'éclipse pas, mais on travaille de plus en plus en équipe d'Europe. Alors, ce qui est observé aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, c'est que la présence française en Afrique sur le continent est de plus en plus chahutée, de plus en plus contestée. Le cas malien est encore très écarlate et encore très vif.
Au Burkina Faso également, on a vu des jeunes brûler par exemple le drapeau français. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Alors, bien sûr, ça nous navre. On ne peut pas en être satisfait. Maintenant, ce que je dirais, c'est qu'ici au Bénin, je ne ressens pas de désamour De sentiments anti-français. de sentiments anti-français. Certains s'expriment, il y a quelques flamboyants béninois, un ou deux, qui s'expriment dans ce domaine-là. Bon, mais je n'ai pas le sentiment que c'est un sentiment général, justement. Néanmoins, il faut être attentif, parce que c'est pas général que ces infox diffusés de manière massive et, j'allais dire, presque mécanique, c'est pas parce que c'est des infox qu'elles ne font pas mal. Et qu'elles ne... si vous voulez, c'est assez simple. Il y a des gens, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord le fait que, comme je le décrivais à l'instant, dans les pays d'Afrique francophone, par tradition, parce que c'est l'histoire, on a beaucoup de partenariats. Et donc, on est plus visible que d'autres. Et quand les choses vont mal dans certains pays, la France peut être un bouc émissaire tout trouvé. Vous voyez, donc il y a cet aspect bouc émissaire. C'est plus facile de dire c'est la faute de la France que la faute d'un autre partenaire, parce que depuis toujours on est plus visible. Il y a cet aspect-là. Il y a le fait que nous travaillons avec des États. On est respectueux des États. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas nous qui allons décider ce qui est bon pour les Béninois. On se concerte avec l'État béninois. Dans certains pays, les gouvernements qui représentent ces États peuvent parfois passer par des phases d'impopularité. Et si la France travaille avec eux, ben on est associé à cette impopularité. Et donc, voilà, c'est aussi une explication. On peut parfois aussi être maladroit dans notre discours. Quand je dis nous, c'est des Français, des responsables de coopération, des ONG, des chefs d'entreprise, des représentants politiques, des ambassadeurs. On peut faire des maladresses. Ça, il ne faut pas non plus dans notre discours. On peut parfois être mal perçu, mal compris ou être maladroit. Il ne faut pas l'écarter, il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs que le président de la République veut, je disais tout à l'heure, rafraîchir, veut moderniser et équilibrer les relations entre la France et ses partenaires africains. Alors, monsieur l'ambassadeur, que gagne la France en envoyant ses soldats dans le Sahel? On s'imagine que ce n'est pas une mission humanitaire, et ce n'est pas non plus une mission messianique. Pourquoi la France s'obstine-t-elle à rester dans le Sahel? Pourquoi la France ne plie-t-elle pas bagage et en se disant, bah tant pis, faites face au terrorisme comme vous voulez? Alors, première raison, première réponse, au Mali, on s'en va. Puisqu'on ne veut plus de nous, on s'en va. Mais pas du Sahel. Et pourquoi en 2013 on est venu? C'est parce qu'on nous a appelés. Donc quand on nous appelle, on vient, on peut se demander pourquoi, je vais vous répondre. Et puis quand on ne veut plus de nous, on s'en va. Donc ça, c'est clair. Ensuite, en 2013, il se trouve que j'ai occupé des fonctions qui me permettaient peut-être d'avoir un peu d'informations sur pourquoi on est parti. Je crois que la décision a été prise pour deux raisons. D'abord, parce que le développement la progression du djihadisme dans le Sahel, c'est une progression qui menace le Sahel et qui, par capillarité, aurait menacé aussi l'Europe. Donc il y avait un aspect qui pouvait être un aspect intérêt de la France, intérêt de l'Europe, c'est vrai. Mais pour avoir eu accès à des informations un peu privilégiées à cette époque-là, je sais que dans la décision du président à l'époque, il y avait la conscience que nous avions une dette de sang. C'est-à-dire que pendant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup d'Africains étaient venus contribuer, nous aider à nous délivrer d'un totalitarisme, le nazisme, et beaucoup étaient morts pour cela. Et je crois que dans la décision qui a été prise, c'est pas que je crois, c'est que je sais que dans la décision qui a été prise, il y avait la conscience que nos amis qui nous avaient aidés à nous délivrer pendant la à la fin de la Deuxième Guerre mondiale de ce totalitarisme, il fallait aller les aider à se délivrer d'une autre forme de totalitarisme qui est le djihadisme. Donc, vous me croyez ou pas, mais c'est pas une forme de générosité béate, c'est un juste retour des choses sur le plan historique.
On revient sur la coopération entre le Bénin et la France, où on nous a annoncé que le président français, Emmanuel Macron, sera au Bénin le 27 juillet prochain. Le Bénin et la France, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont beaucoup de relations, beaucoup de partenariats. Le président Talon est venu en France en novembre, et donc une telle visite du président français est une hypothèse de travail. Mais je ne peux rien annoncer ou confirmer parce que les agendas des deux présidents sont des agendas très contraints et ce sera à eux de décider. Dans l'avenir, comment est-ce que vous voyez la relation entre la France et le Bénin? Je ne vois pas d'ombre se profilant dans le paysage, donc je pense que c'est une relation qui va se renforcer avec les dynamiques de développement que l'on observe au Bénin. Je pense qu'il y a de plus en plus de Français, d'entreprises françaises, d'ONG françaises, de collectivités françaises qui ont envie de travailler avec le Bénin. Donc je pense que ça va se renforcer. Puis il y a aussi beaucoup de Béninois qui ont envie de travailler avec la France. Vous savez, il y a cette... J'aime pas trop le mot de diaspora, mais il y a cette communauté qui a un peu un pied dans les deux pays, dont on essaye de faciliter la circulation d'ailleurs, et qui contribue à nourrir cette relation. Il est important que les Béninois, par exemple, qui ont fait leurs études supérieures en France, puissent circuler. Et moi, je m'emploie à aider tous ceux qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur français, tous les Béninois, à circuler facilement. Donc c'est une relation qui est appelée à progresser encore. Emmanuel Macron a été réélu, certes, mais ce qui a fondamentalement marqué ce scrutin, c'est justement l'abstention et la poussée des extrêmes, la montée des extrêmes, aussi bien de la gauche que de la droite. Qu'est-ce qui explique ce redessinement de l'univers politique français? Alors ce phénomène de la montée des extrêmes, il n'est pas propre à la France, il existe dans plusieurs pays d'Europe. C'est des phénomènes de société qui sont un peu complexes à analyser. Ce que je retiens, moi, c'est que pour ce qui concerne la relation entre la France et le Bénin, vous savez que la Constitution française décide que les relations internationales, la diplomatie, relèvent du domaine réservé du président. Donc je pense que sur cet aspect-là des choses, on n'a pas grand-chose à craindre. Comment est-ce que vous analysez les dynamiques politiques du Bénin? Le Bénin a une grande tradition démocratique. Le président Talon, quand il a été élu, a souhaité un peu rationaliser cette démocratie en visant un objectif qui était celui d'avoir un nombre plus restreint de partis, de manière à ce que la démocratie puisse s'exprimer de manière plus lisible et surtout qu'elle soit au service du développement. Et donc l'idée générale, c'est qu'en 2026, il y ait des élections générales et que soit aligné un parti, enfin qu'en sorte une formation politique qui ait une majorité, un président de la République, une majorité au Parlement et une majorité dans les communes. Bon, c'est une vision des choses qui est au service du développement. Donc nous, sur ce plan-là, ce que nous souhaitons, c'est que les choses se passent bien, que les prochaines législatives en janvier 2023 soient transparentes, paisibles, inclusives. Le chef de l'État qui a reçu les ambassadeurs européens il y a quelques semaines a exprimé que c'était aussi sa volonté. Le parti d'opposition, les démocrates, a déclaré qu'il souhaitait présenter des candidats à l'élection législative et qu'il serait attentif à ce que précisément ces élections soient paisibles, transparentes et inclusives. Donc apparemment les astres s'alignent pour que cette élection soit satisfaisante. C'est tout ce que nous pouvons souhaiter pour le développement du Bénin. Monsieur l'ambassadeur, on ne saurait clore cet entretien sans évoquer un dernier sujet qui fait d'ailleurs l'actualité. C'est bien sûr le conflit russo-ukrainien. Certaines personnes estiment que la France a drainé l'Union européenne, a envoyé l'Ukraine dans les bras meurtriers de la Russie. Qu'est-ce que vous en dites? C'est une vision très réductrice des choses. Je crois que les choses sont simples. L'Ukraine est victime d'une agression coloniale
russe. C'est-à-dire que le président Vladimir Poutine considère que l'Ukraine, contrairement aux Ukrainiens, contrairement à ce que considèrent les Ukrainiens, serait une province de la Russie. C'est pas ce que la majorité des Ukrainiens considèrent. Donc on est face clairement à une agression unilatérale coloniale. Et pour ça, il y a une espèce de discours préventif, fallacieux, qui consiste à accuser l'agressée d'intentions belliqueuses qu'elle n'a jamais eues et dont elle n'a d'ailleurs probablement jamais eu l'idée. Dire non, je crois qu'on ne peut pas dire que l'Ukraine soit un pays nazi. L'Ukraine n'est pas une puissance militaire nucléaire. L'Ukraine ne détient pas de stock d'armes bactériologiques ou chimiques. L'OTAN n'est pas une alliance militaire agressive. Donc on propage, encore une fois, des infox pour justifier préventivement une agression qui est une agression coloniale. Donc moi, la France est clairement aux côtés de l'Ukraine dans son malheur, et je crois que nous pouvons nous féliciter ici que le Bénin ait une attitude sans ambiguïté à ce sujet. Alors, monsieur l'ambassadeur, nous sommes presque au terme de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que nous sommes ici à l'ambassade résolument mobilisés pour entretenir tous les partenariats dont je viens de parler et pour entretenir cette flamme de la relation cette flamme active, amicale, entre la France et le Bénin. Et je crois que nous y parvenons quotidiennement. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci, monsieur. Merci, madame. Merci, monsieur. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était donc Marc Vizy, ambassadeur de la République française près le Bénin. Je vous l'ai rappelé, il est en poste ici à Cotonou depuis septembre 2020. Il a accepté de se confier à nous. Merci de nous avoir suivis. À très vite sur l'ORTV.